pourquoi Netanyahou a déjà perdu la guerre en Iran. Il y a un signe qui ne trompe pas, c'est les médias. Les médias ont parlé en boucle de la frappe iranienne sur le centre de recherche nucléaire de Dimona, en Israël. Et au fait, c'est un petit peu grâce à ce centre de recherche nucléaire que les Israéliens ont pu créer leur bombe nucléaire. La ville de Dimona abrite officiellement un centre de recherche nucléaire suspecté par certains experts d'être impliqué dans la production d'armes nucléaires. C'est l'un des sites les plus protégés, les plus secrets du pays. Quelques heures plus tard, à seulement 25 km, un autre missile iranien s'abat sur la ville d'Arad. Ces immeubles éventrés témoignent de la violence de l'impact. Des dizaines d'habitants sont blessés, certains grièvement. Le Premier ministre israélien promet des représailles. Ce soir est particulièrement difficile dans la lutte pour notre avenir. Nous sommes déterminés à continuer de frapper nos ennemis sur tous les fronts. L'Iran a revendiqué ces tirs de missiles, présentés comme une réponse à l'attaque menée plus tôt contre son propre site nucléaire à Natanz. L'Agence internationale de l'énergie atomique indique qu'aucun niveau anormal de radiation n'a été détecté. Elle appelle aussi à la retenue militaire maximale. Pour moi, ce signal, c'est l'expression du début d'une défaite de Netanyahou à titre individuel et pas du pays. Je m'explique. Tu vois, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années de cela, il y avait une vidéo qui circulait sur YouTube. Il y avait un haut gradé militaire américain qui avait dit qu'il avait reçu un dossier confidentiel dans lequel il était dit qu'on allait faire tomber plusieurs pays à la fois. Environ 10 jours après le 11 septembre, je suis allé au Pentagone, j'ai vu le secrétaire à la défense Rumsfeld et le secrétaire adjoint Wolfowitz. Je suis descendu pour dire bonjour à certaines personnes de l'état-major qui travaillaient pour moi et un des généraux m'a appelé et m'a dit « Vous devez venir et je dois vous parler. » Je lui ai dit « Oui, mais vous êtes peut-être occupé. » Il a dit « Non, 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 non. Nous avons pris une décision, nous allons attaquer l'Irak. » Je lui ai demandé « Mais pourquoi on va à la guerre avec l'Irak ?» Il a dit « Je ne sais pas. » Il a ajouté « Je pense qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. » Donc, je lui ai demandé « Ont-ils trouvé des informations qui relient Saddam Hussein et Al-Qaïda ?» Il a dit « Non, non, il n'y a rien de nouveau. Ils ont juste pris la décision de faire la guerre à l'Irak. » Et il a dit « Je pense que c'est parce que on ne sait pas quoi faire au sujet du terrorisme. Mais on a une bonne armée et on peut renverser n'importe quel gouvernement. » Donc je suis revenu le voir quelques semaines plus tard, et à cette époque, nous étions en train de bombarder l'Afghanistan. Je lui ai demandé « Allons-nous toujours bombarder l'Irak ?» Il a répondu « C'est pire que ça. » Il a pris une feuille de papier et a dit « Je viens de recevoir ça d'en haut », en voulant dire le bureau du secrétaire d'État à la Défense. Ceci est un mémo qui décrit comment nous allons prendre 7 pays en 5 ans. En commençant par l'Irak, ensuite la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan, et enfin, pour finir, avec l'Iran. Je lui ai demandé est-ce confidentiel, il a répondu oui, monsieur. Quand je repense à cette vidéo, elle résonne en moi. Parce que moi, j'ai été biberonné aux médias mainstream. Je croyais tout ce qu'ils me disaient. Et quelle n'a pas été ma stupeur quand j'ai revu cette vidéo et de me dire, mais au fait, tout ce qu'il a dit s'est produit. Libye, Irak, Syrie, tous ces pays sont tombés. Et en réalité, il y a eu un dénominateur commun qui a fait tomber ces régimes. Le dénominateur commun qui a fait tomber ces régimes, c'est l'arme du chaos. L'arme du chaos, c'est quoi? C'est l'utilisation de l'adage qui dit « diviser pour mieux régner ». Et comment est-ce qu'on divise? On crée des guerres civiles. On réveille certaines factions, certaines entités. On réveille du ressentiment, un sentiment de vengeance envers le pouvoir. Galvanisés par la reconnaissance internationale, les rebelles libyens se préparent à une offensive à l'est sur la cité pétrolière de Brega.
C'est dans ce contexte, 5 mois après le début du conflit, que Bernard-Henri Lévy, le défenseur des rebelles libyens, s'est une nouvelle fois rendu dans le pays. Ici, à Zenten, à l'ouest, le philosophe a rencontré les insurgés. Selon lui, la rébellion n'acceptera jamais de négociations politiques tant que Mouammar Kadhafi et sa famille seront au pouvoir. Les garçons que j'ai vus là, les hommes que j'ai vus là, pour eux, l'idée d'une solution politique qui braderait leur combat, qui les relivrerait à la soldatesque de Kadhafi serait insupportable. Et là, tu crées le chaos. C'est ce qu'on a vu en Libye, c'est ce qu'on a vu en Syrie, c'est ce qu'on a vu en Irak. Le plan était excellent jusqu'à arriver à l'Iran. Ici, on regarde les choses de manière froide et neutre. On prend parti pour personne. Mais on essaye de comprendre. Parce que comprendre, c'est se rapprocher de la vérité. Et la vérité renferme en elle de la puissance. Et dans cette quête de vérité, on prend conscience d'une chose. Ce qu'avait dit ce haut gradé militaire américain était juste. La Libye est tombée. La Syrie est tombée. L'Irak est tombé. Mais dans le chaos. Et au fait, le chaos, c'est bon pour les pays ennemis, les pays adversaires. Parce qu'un pays qui vit dans le chaos est vulnérable. Il n'a pas de structure organisée. Il ne peut pas organiser une grande armée. T'as que des rebelles. Et quand toi, t'as une grande armée face à des petits rebelles, tu as l'hégémonie de la région. Et l'objectif de Netanyahou était le même avec l'Iran. Il voulait mettre le chaos en Iran. Qu'en face, on a un président Trump qui navigue à vue, qui fait des déclarations péremptoires et complètement contradictoires les unes les autres, et que Israël, le Premier ministre israélien, lui, sa stratégie, c'est semer le chaos au Moyen-Orient. Je vous ferai mordre la pelouse, c'est la grande expression. Mais alors donc, est-ce que dans... Ils sont très peu nombreux et il y a surtout une stratégie de la part d'Israël de faire en sorte que le chaos s'installe absolument partout avec une fragmentation totale de l'ensemble de ces territoires pour apparaître comme étant le seul État qui peut dicter sa politique à tous ses voisins. Et en réalité, le plan de Netanyahou était excellent, tu vois. Je veux diviser pour mieux régner. En plus, l'Iran, c'est un pays immense, 90 millions d'habitants. Normalement, c'est censé être facile à déstabiliser et à créer des guerres civiles en interne, tu vois. L'Iran est une menace pour moi, c'est la réalité. Donc, s'il y a le chaos qui se produit là-bas, j'ai l'hégémonie sur la région et je peux assurer la sécurité de ma propre nation. Sauf que ce plan avait un hic. L'Iran était déjà divisé. Quand je parle de division pour l'Iran, c'est pas dans le sens où il y avait des tensions internes extrêmes, non. C'est dans le sens fragmenté. Oui, la défense mosaïque, et vous allez vite comprendre le nom. L'idée, c'est que, comme pour une mosaïque, le pouvoir soit fragmenté en plein de petites pièces, en une multitude de centres de décision parallèles. Impossible de les cibler tous en même temps ou de les éliminer d'un seul coup. Cette doctrine, elle se décline sur plusieurs échelons. À échelle nationale, par exemple, il y a plusieurs forces pour assurer la sécurité de l'Iran. On parle notamment de l'Artech, l'armée régulière avec plus de 400 000 soldats. Ensuite, les gardiens de la révolution, moins nombreux, mais avec beaucoup d'influence et de moyens. Et enfin, les Bassidjis, ce sont des miliciens qui appartiennent donc à une milice populaire encadrée par les gardiens de la Révolution. À échelle locale, la décentralisation se joue là aussi parce que l'Iran se disperse en 31 provinces, toutes autonomes. Chaque province possède son fonctionnement, ses armes, ses unités de production et surtout ses chefs capables de prendre des décisions. Ils peuvent tirer des missiles, déployer des drones sans attendre le feu vert de Téhéran. Et elle est là, la différence entre le régime iranien et tous ces autres régimes dictatoriaux aussi. C'est que en Irak, en Syrie, en Libye, le pouvoir était centré entre les mains d'un seul individu, d'une seule famille, d'une seule entité,
Donc, c'était facile de les faire tomber. Il suffisait de créer des guerres civiles à l'intérieur, tu vois, des peuples qui veulent se libérer. Mais en Iran, c'est différent. Au fait, en Iran, le pouvoir n'est pas entre les mains d'un seul individu, d'une seule entité. Il est fragmenté, il est divisé. Chacun a son petit centre de pouvoir. Le pouvoir est équilibré, peut-être pas de manière absolue, mais il ne repose pas entre les mains d'un seul individu. Et en réalité, quand tu frappes ce genre de pays, ça crée l'union. Pourquoi ? Parce que chacune de ces petites entités sait que si elle est frappée, sa survie dépend du reste des entités. Donc, lorsqu'une entité voit une autre entité qui se fait frapper, il se dit « Ah, je dois la sauver parce que j'ai besoin d'elle ». Et c'est là que ça crée une union nationale. C'est pas une union juste émotionnelle, c'est une union stratégique. Si mon voisin tombe, je peux tomber. Donc, je dois intervenir. Ça soulève tellement de questions, ce que vous venez de nous dire. Alors, je salue Jean-François Colossimo qui nous rejoint, historien, directeur général, je le rappelle, des éditions du CERF. Enfin, pour l'instant, l'Iran répond coup sur coup. C'est une surprise ? Moi, je pense que ça doit être une surprise pour Washington. Je pense que c'est moins une surprise pour Tel Aviv. Alors, les Israéliens sont beaucoup plus habitués à voir la résilience des Iraniens, n'est-ce pas ? Je crois aussi qu'on a complètement sous-estimé la nature du régime, parce qu'on n'arrête pas de parler de théocratie. Une théocratie, c'est pyramidal, c'est-à-dire que le guide suprême, il est vraiment suprême et personne ne respire sans son autorisation. Le pouvoir iranien, c'est pas ça. Depuis le départ, c'est un pouvoir, en fait, qui agglomère des centres de pouvoir très différents. Et d'ailleurs, ces gens qui sont tous des barons, ou, si vous préférez, des patrons mafieux, pour certains, mais qui sont aussi des chefs de secte apocalyptiques pour d'autres, ils occupent des fonctions différentes qui se distribuent entre eux, le conseil de ceci, le comité de cela, etc. C'est là que la stratégie de Netanyahou tombe à l'eau. C'est comme mettre des coups d'épée dans l'eau. Donc, il y a une première erreur qui est d'ordre stratégique. Mais il y en a une deuxième. Tu vois, Netanyahou, je parle de Netanyahou, hein. Je parle pas du peuple. Il a décidé, pour provoquer le chaos, de faire tomber toutes les têtes du régime. Ali Khamenei, le guide suprême, et encore plein d'autres. Des gens avec qui on pouvait discuter. Même s'ils ne partageaient pas toutes les mêmes valeurs, mais ils pouvaient s'asseoir à une table et commencer à négocier. Netanyahou s'était dit, non, on doit laisser juste les plus durs du pouvoir, les plus extrêmes. Le régime tient, puisqu'il continue de passer à l'attaque, on est d'accord ? Oui, je pense que c'était... On parlait des erreurs d'appréciation au début de la guerre, c'est effectivement, on assassine la tête, le guide Ali Khamenei, et le régime s'effondre. Rappelez-vous les discours bon, alors je sais qu'il essaye de donner l'impression d'être plus stupide qu'il en a l'air, mais quand il demandait au passe d'Aran de se rendre, déposer les armes, etc., il y a un côté un peu lunaire quand on connaît l'Iran. Donc le régime tient, il veut résister. Moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'avec l'Iran, le problème qu'on a, c'est on fait toujours des scénarios, parce que ça fait un petit moment que je travaille sur l'Iran, mais il faut déjà s'intéresser à la situation actuelle. Dans la situation actuelle, je ne vois aucune dissension politique dans le régime, et je vois plutôt les radicaux qui remplacent les pragmatiques. Donc je veux plutôt une radicalisation du régime. Mais le problème, c'est que ces extrêmes n'allaient pas se diviser entre eux, suite à la théorie que j'ai partagée avec toi. Mais ces extrêmes appliquent une loi, la loi de Saladin. Saladin avait dit, à l'époque du Moyen-Âge, « Méfie-toi du sang qui coule sur l'épée. » Car le sang qui coule ne dort jamais. Une citation pleine de sens. Il y a quasi 1000 ans de cela. En réalité, l'erreur magistrale de Netanyahou, c'est qu'il a fait couler le sang. Le sang qui coule a soif. Il a soif de vengeance. Il veut rétablir un certain équilibre. Et
la représentation chimiquement pure. Cette citation de Saladin, c'est les frappes iraniennes sur les centres de recherche nucléaire israéliens. Quelque chose qui était inimaginable. Avant de pouvoir envisager de réduire graduellement la présence militaire américaine, parmi ces objectifs, il n'y avait aucune mention du régime iranien et de la volonté d'anéantir ce régime iranien. Pourquoi, selon vous? Est-ce que c'est un aveu d'impuissance du président américain? Est-ce qu'il a renoncé à cet objectif? Ah non, ça n'a jamais été son sujet. Il n'en a absolument rien à faire. Et d'ailleurs, le schéma national de défense, comme le schéma national de sécurité américain, prévoit tous les deux que le régime change n'est pas un objectif, que c'est une vieille lubie démocrate, que ça a amené les pires catastrophes un peu partout et qu'il faut s'arrêter. Et quand je vois ça, je comprends enfin un truc. Au fait, je comprends deux trucs. Le premier, c'est la notion de l'égoïsme. Tu vois, Saddam, Kadhafi, Bachar, ils étaient égoïstes. Parce qu'ils voulaient garder le pouvoir pour eux-mêmes. Et en réalité, quand tu es égoïste et que tu es dans une organisation et que tu veux tout pour toi et rien pour les autres, tu crées du ressentiment. Et le jour où tu seras en état de faiblesse, ceux avec qui tu as été égoïste, ceux avec qui tu étais censé partager, n'hésiteront pas à te mettre un couteau dans le dos. Raison pour laquelle c'est pas bon d'être égoïste. Surtout avec les gens qu'on aime. Et la deuxième leçon que j'ai comprise, c'est celle de Saladin. Tu vois, on n'est pas des mafieux. Mais parfois, on fait couler le sang. Un sang d'ordre émotionnel. On parle mal à des gens. On les humilie. On est méchant. Ça nous est arrivé à tous. Inconsciemment, très souvent. Mais ça nous arrive. On est des êtres humains, on n'est pas parfaits. Et au fait, ce sang a soif de vengeance. Et on se crée des ennemis pour rien. Parce qu'un ennemi, c'est une perte d'énergie, une perte de temps. Bref, on n'est plus focalisé sur notre objectif, mais focalisé sur comment combattre l'ennemi. Et à travers ces deux leçons, je comprends un truc. Si tu veux réussir l'impossible, tu dois partager avec les autres et ne jamais faire couler le sang qui ne dort jamais. Et quand tu comprendras cela, tu réussiras l'impossible. Mais l'impossible, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi. Tu vois, cette guerre qu'on est en train de vivre en direct, elle nous apprend un truc. La guerre ne permet pas de réussir. Parce que tout le monde prend des coups. Et quand tu prends des coups, ça t'affaiblit, t'es vulnérable. Et t'es plus concentré sur ta propre réussite. Raison pour laquelle je souhaite que tu écrives en commentaire réussir. Je répète, réussir. Réussir, c'est quoi? C'est se concentrer sur soi. Tu vois, dans ta vie, tu vas rencontrer des gens qui voudront te faire la guerre. Tu vas rencontrer des gens qui vont tenter de t'humilier publiquement. Ça m'est arrivé plein de fois. Mais tu vois, si je m'étais arrêté sur ces humiliations publiques, sur ces insultes, si j'avais décidé de me venger, j'aurais plus été aligné avec mes propres objectifs. J'aurais perdu ma concentration. Et je n'aurais pas réussi. Raison pour laquelle je veux que tu te concentres sur ta réussite. Parce que la plus belle des vengeances, c'est la réussite massive.